Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Bienvenue, vous êtes coordinateur national de la France Insoumise, élu vous-même des Bouches-du-Rhône. Il y a un moment important à l'Assemblée nationale aujourd'hui, un débat avec vote au sujet de l'Ukraine, en fait au sujet de l'accord bilatéral signé entre la France et l'Ukraine qui comprend un certain nombre de choses, mais aussi, au-delà de l'aspect matériel, une avancée vers une adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN pour les Ukrainiens. À l'instant, le patron du Rassemblement national informe que son parti va s'abstenir. Est-ce que la France Insoumise va voter pour, contre, ou est-ce que la France Insoumise s'abstiendra? D'abord, je vais vous dire que ce vote a une dimension de mascarade, parce qu'en réalité, vous l'avez dit vous-même, officiellement, on est censé voter sur un accord bilatéral entre la France et l'Ukraine, alors que cet accord a déjà été ratifié par le président de la République. Donc ce vote n'est pas contraignant. Si une majorité de députés cet après-midi rejette cet accord bilatéral, pour autant l'accord a déjà été signé. Pour le reste, vous l'avez dit, dans cet accord, outre une dimension que je partage, que je soutiens, qui est la dimension du soutien à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre face à l'agression russe inacceptable, il figure ce qui sont pour nous des lignes rouges, c'est-à-dire l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et à partir de ce moment-là, on aura une réunion de groupe ce matin. Je ne vais pas vous dire quelle sera précisément notre position. Vous savez pas encore ce matin. Non, mais ce que je vais vous dire, c'est que à partir du moment où il y a ces lignes rouges, je ne vois pas comment nous pourrions voter positivement cet après-midi sur cet accord. Donc ça veut dire que vous allez vous abstenir ou voter contre? Je pense que personnellement, je défendrai l'idée qu'il faut s'y opposer, mais je souhaite que notre réunion de groupe de ce matin puisse définir notre position de vote. C'est une nuance qui peut être très importante. S'abstenir ou voter contre, ça n'est pas la même chose, Manuel Bompard. Par exemple, le Rassemblement national dit on s'abstient. Mais il faut être cohérent. Moi, je suis pour la cohérence des positions. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, nous y sommes opposés. Pourquoi ? Nous y sommes opposés parce que tant qu'il n'y a pas d'harmonisation sociale ou fiscale au sein de l'Union européenne, faire rentrer dans l'Union européenne un pays dans lequel, par exemple, le SMIC est inférieur à 200 €, faire rentrer un pays qui absorberait de facto une très grande partie des aides de la politique agricole commune, qui imposerait ou instaurerait une concurrence déloyale pour nos agriculteurs, ce serait rendre un très mauvais service à la population française, mais à l'agriculture française, faits, à l'industrie française. Dans les faits, au Portugal, le SMIC est bien inférieur à ce qu'il est en France. C'est le cas également en Espagne. À 200 €. Non, mais il est très inférieur. Dans les faits également, par exemple, les volailles ukrainiennes continuent d'entrer en France avec une fiscalité qui est différente. Ah ben justement, précisément. Donc ça existe déjà. Non, mais c'est pas parce que ça existe déjà qu'il faut aggraver encore la situation. Quand moi je suis allé au salon de l'agriculture, par exemple, j'ai discuté avec la filière volaillère. Aujourd'hui, vous l'avez dit, depuis le début de la guerre en Ukraine, un accord de libre-échange qui a été signé entre l'Union européenne et l'Ukraine qui permet d'importer des volailles sans droit de douane. En tout cas, on a augmenté les quotas d'importation des volailles sans droit de douane. Façon de soutenir l'économie ukrainienne. Oui, mais c'est une catastrophe pour la filière volaillère française. Bien évidemment qu'il faut aider les Ukrainiens face à l'agression russe, mais pas au prix de détruire l'ensemble de notre agriculture, de détruire notre industrie, d'introduire une concurrence déloyale pour les travailleurs français qui va se traduire par encore plus de délocalisation, d'usines qui vont partir demain en Ukraine. Ça, c'est pas raisonnable. Donc je suis opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à toute harmonisation, à tout nouvel élargissement au sein de l'Union européenne, tant qu'il n'y aura pas eu d'élargissement social, d'harmonisation sociale ou fiscale. Sur l'OTAN, notre position historique de longue date, elle est de dire que l'OTAN est pour nous une alliance qui est une alliance du passé, et que petit à petit il faut se passer de l'OTAN, que la France doit sortir dans un premier temps du commandement militaire intégré de l'OTAN. C'est la décision qu'avait prise à l'époque le général de Gaulle. Donc bien dans évidemment, le contexte nous ne sommes actuel, pas favorables à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Là, tout le monde s'inquiète, par exemple, du fait que Donald Trump soit réélu, puisqu'il dit aux Européens, si jamais il y a un problème, vous allez vous débrouiller. Les États-Unis, qui sont le principal contributeur de l'alliance transatlantique. Vous pensez que dans le contexte actuel, avec les menaces qui se multiplient, les attaques cyber sur notre pays, c'est une bonne idée de se priver de l'OTAN? Mais d'abord, je vous ai dit dans quel calendrier, je dis pas qu'il faut du jour au lendemain comme ça sortir et ne pas avoir d'autres capacités de garantir sa sécurité, bien évidemment. Mais notre position en matière de politique internationale a toujours été très claire. Il s'agissait de dire que nous voulions être non alignés, indépendants, que la France ne soit alignée sur les intérêts d'aucune puissance. Et donc oui, je pense que la France doit se donner les moyens d'assurer elle-même sa sécurité. Et la France en a tout à fait la possibilité. Donc si je résume votre pensée, vous, élu, vous direz tout à l'heure, mon souhait c'est de voter contre.
Et vous allez porter cette voix à votre réunion de groupe. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, vous comprenez qu'on prend une décision collectivement. Donc c'est normal que je permette à notre réunion de groupe de se positionner sur ce sujet. On a déjà eu une première discussion la semaine dernière sur ce sujet. Et il me semble que ce point de vue est assez largement partagé. Mais de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet après-midi, on va aller au-delà de nous positionner sur cet accord. En vérité, mais c'est important, pardon de vous interrompre, Monsieur Bompard, du président de la République. Mais alors justement, l'exécutif dit, c'est très bien ce débat, il va clarifier les choses dans le Parlement. On va voir qui est pour le soutien à l'Ukraine et qui est contre le soutien à l'Ukraine. C'est précisément faux. Je vous ai dit tout à l'heure que, en ce qui me concerne, j'étais favorable à ce qu'on aide les Ukrainiens à se défendre, mais je ne veux pas esquiver la question. La question qui va être posée cet après-midi, c'est est-ce qu'on partage l'orientation qui a été exprimée par le président de la République, notamment cette idée qu'il ne devait y avoir aucune limite, aucune ligne rouge dans notre soutien à l'Ukraine, jusqu'à envisager la possibilité d'envoyer des troupes françaises sur le front ukrainien. Je suis totalement... Vous avez entendu sur le front le président, parce que vous étiez dans la pièce, j'y étais pas. Au sol. Oui, mais alors c'est pas mais en réponse à un journaliste. Oui, mais pardonnez-moi, le ministre des Armées a précisé sa pensée, le président de la République aussi, il a dit des troupes en soutien. Est-ce que vous, dans la pièce où vous y étiez, vous étiez avec le président, il vous a dit au front? Il a dit précisément il ne doit y avoir aucune limite. Mais il a dit au front? Ah, j'ai pas entendu au front. Non, parce que vous venez de le prononcer, c'est pour ça. Et ça a un sens complètement différent. Non, mais d'accord, mais les troupes au sol, elles sont pas pour être à 500 km du front. Si, c'est ce que disent l'exécutif. Non, l'exécutif, pardonnez-moi, mais entre ce que dit le président de la République un jour et ce que dit le ministre des Armées le lendemain, c'est deux choses totalement différentes. À partir du moment où vous considérez qu'il n'y a aucune limite, aucune ligne rouge, ça veut dire que tous les scénarios sont sur la table, y compris celui d'envoyer des troupes pour aller se battre sur le front entre l'Ukraine et la Russie. Non, ils ne disent pas l'inverse. Pardonnez-moi, monsieur Le Cornu a précisé. Non, mais j'ai entendu que monsieur Le Cornu dit l'inverse de monsieur Macron. Ça, je l'ai entendu. Mais donc, monsieur Macron vous a dit, c'était le sens de ma question, monsieur Bompard, vous étiez dans la pièce, il vous a dit pour aller se battre. Je ne veux pas faire dire à Emmanuel Macron l'inverse de ce qu'il a prononcé. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il a assumé des propos qui consistent à dire qu'il ne doit y avoir aucune limite à l'engagement de la France en soutien à la population ukrainienne. Chacun en tirera les conclusions qu'il a envie de tirer. Pour ma part, je suis opposé à l'idée que la France cherche à être en quelque sorte le leader du camp de la guerre. Et je pense qu'au contraire, la France devrait prendre la tête du camp de la paix. Et comment on fait alors ? En créant les conditions pour que tout le monde vienne autour de la table et qu'on crée les conditions d'un accord de paix. Dans cette même réunion avec le président de la République jeudi, celui-ci nous a informé que les Russes sont en faveur d'un cessez-le-feu. Ce week-end, vous avez eu de nouvelles voix. Le pape, la Chine, qui se sont exprimés en disant il faut se mettre autour de la table. Du coup, vous dites quoi? Vous dites aux Ukrainiens laissez le Donbass, laissez la Crimée, tant pis pour les territoires là et asseyez-vous et discutez? Non, je ne dis pas ça, mais il faut sortir de cette idée que créer les conditions d'une négociation, c'est forcément céder à l'ensemble des exigences de Vladimir Poutine. Dans une négociation, on doit écouter ce que les uns et les autres ont à dire et on doit essayer de trouver une solution pour régler les problèmes qui sont posés sur la table. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut écouter celui qui a envahi? Est-ce qu'il faut écouter ce que celui qui a envahi a à dire? Mais non, mais celui qui a envahi, il a violé le droit international. Il ne s'agit pas de lui donner raison. Mais par contre, il faut bien évidemment tenir compte des avis qui sont exprimés par chacune des puissances si vous voulez trouver une solution pour la paix. Sinon, vous ne voulez pas la paix. Si vous voulez la paix, vous devez écouter ce que chacun a à dire. Et je pense que les conditions d'un accord de paix, elles sont en vérité sur la table, si on a envie de les chercher. Le président de la République lui-même, à la fin de l'année 2022, disait il faut donner à l'Ukraine et à la Russie des garanties de sécurité collective. C'est-à-dire créer une architecture de sécurité en Europe qui permet à chacun de se dire on va pouvoir continuer en sécurité. Vous pensez que Vladimir Poutine est OK là pour se retirer de Crimée et du Donbass? Non, alors ensuite, la première question, c'est la question des garanties de sécurité collective. La deuxième question, vous l'avez raison, il y a des territoires qui sont des territoires disputés. Dans cette même réunion, le président... Ils ne sont pas disputés, pardon, ils étaient ukrainiens, ils ont été envahis. Non, mais ils donnent lieu, ils sont un des motifs manifestement de cette guerre. Ça ne la justifie pas, mais il faut regarder les questions qui sont posées sur la table. Dans cette même réunion, le président de la République, Emmanuel Macron, nous dit que M. Zelensky est prêt à envisager un référendum d'autodétermination dans les territoires qui sont ces territoires disputés. Donc si le président ukrainien est prêt à le faire, c'est pas à moi de décider ce que les Ukrainiens doivent décider, ce que les Russes doivent décider. Je dis juste que manifestement le chemin d'une discussion est possible. Deux petits mots rapides, Monsieur Bompard. On pourrait faire une interview complète à ce sujet, mais vous avez peut-être vu le rapport de la Cour des comptes là, qui étrille le gouvernement en expliquant que les prévisions de croissance sont mauvaises et qu'il faudra faire beaucoup plus d'économies, quitte pourquoi pas à augmenter les impôts. Écoutez, déjà quand on a eu la discussion budgétaire au mois de novembre dernier, tout le monde disait vos prévisions de croissance sont excessives, elles ne fonctionneront pas.
pas. Le gouvernement disait si. Et effectivement, depuis, déjà, ils ont déjà révisé une première fois leur prévision de croissance et il y a ce rapport de la Cour des comptes. Donc, ensuite, une fois qu'on est face à cette situation, la question, c'est comment on la règle. Alors, certains pensent que c'est en coupant encore dans les dépenses publiques. Je pense que c'est une grave erreur. Réduire les budgets, par exemple, pour la rénovation thermique des logements, pour l'éducation, à mon avis, c'est renforcer encore les difficultés parce que ça va se traduire par l'austérité produit de la régression économique et c'est un cercle vicieux. La question qui nous est posée, c'est plutôt comment on fait en sorte d'avoir des ressources supplémentaires. Et les ressources supplémentaires, on sait où on peut aller les chercher. La taxe sur les super profits, c'est entre 10 et 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour le budget de l'État. Rétablir un impôt de solidarité sur la fortune, c'est entre 5 et 10 milliards d'euros supplémentaires pour le budget de l'État. Il y a 250 milliards d'euros chaque année qui est donné par l'État aux entreprises et notamment aux grandes entreprises sans aucune contrepartie. Et dans le même temps, ces grandes entreprises, elles ont atteint cette année un record historique de dividendes, quasiment 100 milliards d'euros. Donc oui, bien sûr, il y a cette situation économique, mais si on veut la régler, il y a plusieurs solutions. Il y a ceux qui pensent qu'il faut réduire les dépenses publiques, et c'est pas mon cas, et il y a ceux qui pensent qu'il faut au contraire augmenter les ressources. Un tout dernier mot rapidement, s'il vous plaît. L'aide à mourir, donc le projet de loi va arriver, débuter son processus législatif à partir du mois de mars. Le président de la République a défini un contour. J'ai lu que la France Insoumise voulait aller plus loin en supprimant la clause double conscience pour les médecins. Certains disent que ça n'est pas vrai. Pardon, excusez-moi, vous mélangez deux sujets, pardonnez-moi. Le premier sujet, c'est sur la question de l'interruption volontaire de grossesse. La semaine dernière, nous avons voté l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Or, aujourd'hui, il existe une double clause de conscience pour les médecins sur la question de l'IVG, c'est-à-dire la clause de conscience générale. Et ensuite, il y a une clause de conscience spécifique. Effectivement, il est question là de l'IVG. Donc ça, vous voulez... Donc, nous sommes favorables à la suppression de cette clause de conscience spécifique, mais qu'ensuite, les médecins conservent une clause de conscience sur l'ensemble des sujets. Et sur l'aide à mourir, pardonnez-moi. Quant à la question d'un projet de loi sur la fin de vie, c'est une longue revendication que nous portons, y compris avec Jean-Luc Mélenchon depuis l'élection présidentielle de 2012. Je veux que les gens qui nous comprennent, parce que c'est un sujet sensible, qui touche parfois à l'intime, je veux que les gens qui nous écoutent comprennent juste une chose. Il s'agit de donner une liberté supplémentaire à des gens. Il ne s'agit pas de les contraindre. Une personne qui n'a pas envie... Vous accompagnerez ce texte. Je suis favorable à ce qu'on permette à donner à chaque individu la liberté ultime. Et la liberté ultime, c'est de pouvoir choisir du moment de la fin de sa vie. Mais encore une fois, c'est une liberté. Ce n'est pas une obligation si vous êtes contre, parce que votre conviction personnelle, spirituelle fait que vous n'avez pas envie, vous n'allez pas être contraint de le faire. Ça me paraît important de préciser ce sujet. Désolé, on était pressé, effectivement. Non, je vous en prie. 2 en 1. C'est pas grave. Merci, Monsieur Bompard. Merci à vous.